Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes petits amis et bon dimanche à tous. Bon écoutez, on va être clair, hein, on voit de tout sur les réseaux sociaux, surtout dans le secteur qui nous occupe, la cuisine, la gastronomie et l'alimentaire. On voit de tout et souvent du grand n'importe quoi, mais pas que. Regardez, TikTok, Instagram, YouTube, etc. peuvent être des outils pédagogiques incroyables. On apprend des tas de choses, enfin, quand on aime apprendre, hein, parce que s'enrichir et pas juste se divertir, c'est important. Au fond, l'humanité, pour moi, elle se divise en deux catégories. Ceux qui aiment se vider la tête, se divertir, et ceux qui aiment se la remplir. Voilà, moi-même. Et vous aussi, vous m'écoutez. Alors, c'est que vous aimez vous la remplir. Vous appartenez à cette deuxième catégorie et vous aimez, comme moi, apprendre. Et quand quelqu'un m'apprend des choses que je ne savais pas, dans un secteur que je connais pourtant assez bien, et qu'en plus cette personne a l'âge de mes enfants, alors là, je ne peux pas faire autrement que de l'inviter dans cette émission. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Monsieur Sanchez. Bonjour Vincent. Steven, hein. Bon, Oui, et puis comme je le disais, il a l'âge de mes enfants, donc je vais pas le tutoyer parce que il y a du respect à la clé. Steven, je vous ai connu à travers votre page Instagram, parce que moi-même j'y passe pas mal de temps également. C'est un bon média, et vous avez comme pseudo "Prends un fruit". C'est impératif, hein, c'est obligatoire, il faut le faire, il faut prendre. C'est assez explicite, au moins ça Oui. explique ce qui se passe sur ce compte Instagram. Alors votre page Instagram, elle est entièrement dédiée aux fruits, au sens le plus large, et à donner une pédagogie sur... Parce que on est un peu démunis à notre époque. Je pense que dans une époque plus lointaine, celle de nos parents, de nos grands-parents, il y avait une connaissance... On n'était pas sollicité par des milliers d'informations qui d'ailleurs ne nous sont pas très utiles le plus souvent. Les fruits font partie de notre alimentation, pas assez, et surtout on ne sait ni les choisir. Alors je parle même pas de l'horticulture, hein. Je parle même pas de les cultiver, mais on ne sait généralement pas les choisir, les conserver, les consommer. Et vous êtes là pour nous donner des cours, des petits cours. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire sur mes réseaux sociaux, c'est justement d'essayer de réapporter cette connaissance. Parce que c'est vrai que c'est une connaissance qu'on avait beaucoup avant, qui était quasiment naturelle en fait. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, cette transmission s'est un petit peu perdue. Et donc moi qui ai toujours été un petit peu curieux de tout et qui a commencé à m'intéresser du coup à l'alimentation, je suis rapidement tombé sur la botanique, c'est-à-dire le fait de comprendre en fait la science des plantes. Mm-hmm. Donc au début c'était pour m'intéresser aux plantes sauvages. Et en fait, petit à petit, puisque moi j'habite dans le sud, du coup j'habite Ouais, vers vous êtes Marseille. Marseillais, vous. C'est ça. Ouais. Ah vous êtes bien entouré de fruits, hein, C'est la ça. vallée du Rhône. Voilà. Et il y a pas mal du coup de pruniers, de figuiers, et je voulais essayer un petit peu de voir les différentes variétés qu'il y avait autour de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à m'intéresser à ça et à vouloir un petit peu creuser plus en détail. Et du coup j'ai voulu me renseigner d'abord en premier lieu. Et quand moi j'ai vu que ça me passionnait, je me suis dit, en fait je découvrais tellement de choses, je me suis dit je peux pas le garder que pour moi. Ouais. Il faut que je le partage et il faut que plus de personnes puissent se rendre compte en fait de ce qui se passe derrière. Juste quand nous on voit une pomme, une figue, en fait moi je vois beaucoup plus derrière et j'ai envie que les gens aussi puissent voir beaucoup plus et le beau monde qu'il y a derrière ça. Bah oui, Steven, parce que en fait vous avez la fibre de la pédagogie. Cette fibre que je partage largement, c'est enseigner le peu qu'on a appris, quoi. C'est-à-dire ce qu'on a appris et compris, on le transmet. C'est presque obligatoire. On est des vecteurs. C'est ça, exactement. Dès qu'on saisit une information, on se dit c'est trop dommage de la garder pour nous. Oui, c'est ça. Il faut la répandre et il faut que d'autres personnes connaissent ça, quoi. Surtout quand c'est pour le bien. Pour Exactement. le bien de tous. Et Dieu sait que les fruits, les légumes, c'est important. Le végétal, on n'en mange pas assez, on le sait bien. Donc vous êtes là pour ça. Alors, ça m'intéresse parce que vous disiez, je me suis passionné pour l'alimentation. Pourtant, quand on regarde, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent, beaucoup vont aller voir après cette émission votre page, Prends un fruit, beaucoup se disent, mais c'est un garçon qui a des connaissances en agronomie, presque en biochimie, en biologie en tout cas. Tout ça, c'est en autodidacte ?
C'est totalement en autodidacte pour le coup, puisque moi j'ai arrêté l'école très jeune, quand j'avais 16 ans. Oui. Parce que du coup, le cursus scolaire, c'était pas quelque chose qui, en tout cas, j'arrivais pas Qui vous vraiment à convenait? suivre ça, voilà, exactement. Et donc, du coup, après, j'ai très rapidement, du coup, tourné en autodidacte. Au début, c'était tout ce qui était dans le digital. Donc, du coup, je faisais du développement web, du montage vidéo, Ouais, etc. ouais. Que les outils de votre génération, Voilà. c'est normal. Exactement, c'est ça. Et après, du coup, c'est un peu arrivé par hasard, le fait de m'intéresser à l'alimentation. Et c'est comme ça qu'après, j'ai voulu répandre ça. En fait, quand moi, j'ai commencé à m'y intéresser, déjà, c'était par rapport à une petite anecdote où, en gros, mon frère, il m'avait montré une vidéo qui Ouais. disait que pour qu'une figue, elle soit pollinisée, il fallait qu'il y ait une guêpe qui rentre à l'intérieur. Absolument. Et que cette guêpe, elle allait Par le mourir à petit trou du l'intérieur. dessous, là. Voilà, c'est Et ça. c'est pour ça que les gens ont peur de manger des figues en se disant, je vais Exactement. peut-être tomber sur un insecte. C'est ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu étrange. Et du coup, j'ai voulu me renseigner sur ça. Et j'ai dû passer peut-être 3-4 jours à me renseigner que sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, il y avait plein de termes assez complexes, de botanique, de biologie végétale. Et plus je creusais, et plus il y avait des choses intéressantes derrière à avoir. Et donc, au début, je me suis dit, waouh, mais c'est un monde tellement fabuleux, il y a tellement de choses à C'est connaître. Et en plus, c'était juste sur un seul fruit, parce que la figue, c'est un fruit qui est vraiment très riche. Il y a tellement de variétés, de couleurs, et même le fruit en tant que tel, c'est ce qu'on appelle une inflorescence, c'est-à-dire que c'est plein de petits fruits à l'intérieur d'un seul fruit. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est tellement passionnant qu'au début, je voulais juste créer quelque chose pour partager sur la figue uniquement. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, quand même, il faut que j'ai un peu plus de connaissances, que je creuse plus. Et du coup, je me suis vraiment intéressé sur le spectre général des fruits. Et c'est comme ça que pendant à peu près, on va dire 1 à 2 ans, j'ai vraiment fait un travail comme si que j'étais un étudiant. Et je me suis renseigné à fond pour me dire... Vous avez fait votre thèse tout seul. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, si je veux répandre l'information, il faut quand même que déjà, moi, je puisse la saisir et je puisse bien la comprendre. Et après, je pourrais d'autant mieux la répondre. Et même si en plus j'ai des questions et tout, ça me permettra de pouvoir être d'autant plus, on va dire, entre guillemets, spécialiste. Alors, ce qui paraît fou, c'est quand on vous écoute comme ça, on se dit, ce garçon, il a une page entièrement consacrée aux fruits et il doit manquer d'idées ou doit manquer de contenu. Non. C'est énorme hein, dans le règne végétal, les fruits, puisque le fruit, en fait, c'est en général, c'est l'organe sexué de la plante qui a été fécondé, et à partir d'une fleur, souvent. Hein, donc, c'est large. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la base, vraiment, le fruit, déjà, c'est un mot, je trouve qu'on utilise beaucoup dans le langage commun, de dire le fruit de son travail, etc. Et c'est vrai que, pour vous dire, par exemple, c'est le seul organe végétal qui est fait pour être consommé. Dans une plante, tout est fait pour rester en fait dans la plante, alors que le fruit, il a été conçu pour pouvoir être consommé et répandre la graine. En fait, c'est un petit peu comme un véhicule. Mais il y a certains fruits, par exemple les fruits secs, qui ne sont pas forcément consommables. Et après, on a nous les fruits charnus qu'on consomme, mais dans tous les cas, le fruit, son but, c'est d'être répandu. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais les fruits à coque, ce qu'on appelle les fruits à coque, la partie fruit, c'est en fait ce qui est autour de la coque. Hein, par exemple, une amande, une noisette, une noix, ce fameux brou de noix. Ça aussi, c'est un fruit, mais là, pour le coup, on consomme pas le fruit, on consomme le noyau. C'est exactement ça, ouais. Pour le coup, on me dit c'est le brou de noix, par exemple, qui est du coup le fruit. Et après, ce que nous, on voit de la noix, c'est le noyau, en fait. Et à l'intérieur, du coup, nous, ce qu'on consomme, c'est la graine, pour le coup. Et en fait, dans la nature, il y a différents fruits comme ça. Et par exemple, pour le fruit du pissenlit, vous avez le fameux fruit où on souffle dessus et qu'il y a plein de petits parachutes. Ah, il y a un fruit? En fait, tous les petits parachutes qui partent, en fait, en dessous, il y a un petit fruit sec. Donc c'est un fruit qui n'est pas fait pour être consommé, mais son but, c'est du coup d'être disséminé par le vent. D'accord. Donc en fait, il y a toujours une dissémination qui est faite par rapport aux fruits. Et donc, si ce sont des fruits secs, ça peut être par le vent, des fois c'est par la gravité même. C'est-à-dire qu'il y a des petits fruits comme des hélicoptères qui vont tomber de l'arbre et qui vont essayer de se répandre le plus loin possible. Les frênes, par exemple. Exactement. Et il y a par exemple aussi la noix de coco qui va se répandre avec l'eau. Donc en fait, il y a différents moyens de dissémination. Et nous, du coup, celui qu'on utilise, c'est la dissémination qu'on dit par les animaux. Et donc, ce sont les fruits charnus. Et donc ça, pour le coup, c'est tous les fruits que l'on consomme. Du coup, le fruit, c'est une invention de Dame Nature, enfin, pour faire un peu poétique, vous voyez, c'est terrible, hein, ça revient. Pour faire un peu poétique, c'est une invention de la nature pour, en fait, répandre la graine, répandre la vie. C'est ça, c'est totalement ça. Et en fait, la nature s'est adaptée aux différents disséminateurs qu'il y a dans la nature, et notamment du coup aux animaux. Souvent, hein, et même dans leurs excréments, hein, pour beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'ils mangent les fruits et ils répandent les graines dans leurs excréments. Totalement. Et en fait, le fruit charnu, donc c'est-à-dire qu'il y a une chair, a été en fait, c'est adapté aux animaux pour faire en sorte que ce soit un échange. Ça veut dire que l'animal va se nourrir et en échange, il avale la graine et donc il répand l'espèce du fruit qu'il a consommé. Ça, c'est incroyable.
incroyable, hein. C'est beau d'ailleurs, et c'est tellement une explication de la biodiversité, je dirais intéressante et accessible, que vous en faites votre quotidien. Vous avez décidé que c'était votre métier en fait. C'est totalement ça, ouais. C'est-à-dire qu'en partageant de base, parce que c'était une passion et que je trouvais ça tellement passionnant, qu'au final, c'est devenu un métier. Et j'ai envie de dire, même si c'est un métier assez bizarre, c'est un des métiers les plus passionnants parce que du coup, on découvre en permanence. C'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a peu de sujets, mais en fait, dès qu'on creuse dans un, on se rend compte qu'on pourrait presque, en parler, faire une vidéo par jour pendant 1 an, qu'il y aurait encore des sujets et à chaque fois des choses passionnantes en plus. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, la nature est juste merveilleuse et il y a et c'est vraiment très très complexe et très profond en fait tout ce qu'on peut voir et découvrir. Alors, si je comprends bien, en fait, ce sujet, c'est vous qui avez été dévoré par lui et vous disséminez la graine de la connaissance autour du fruit. Vous êtes un fruit, Steven. C'est joliment dit. Bon, si vous êtes avec nous, vous l'avez compris, on parle de Steven Sanchez et sa page Prends un fruit. Vous allez apprendre des tas de trucs sur les fruits. Ça tombe bien parce que là, on arrive en été et des fruits, on va en manger. En tout cas, je vous le souhaite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en studio avec Steven Sanchez, le fructologue autodidacte. Ça, c'est un titre, ça, un fructologue. C'est un peu celui qui a un discours sur les fruits, mais c'est surtout un frugivore, hein, parce que je me dis qu'il doit s'alimenter non seulement de livres, mais aussi de fruits en direct. Vous devez goûter à tout, vous, en matière de fruits, Steven. Ah oui, je pense que dès que je vois un nouveau fruit, j'essaye de le goûter, d'essayer de découvrir de nouvelles saveurs, mais c'est vrai que j'ai goûté pas mal de fruits. Parce qu'on en apprend quand même par la dégustation. Ah, exactement, oui. C'est vrai qu'il y a des saveurs tellement différentes et des arômes tellement complexes en fait que je trouve que c'est très intéressant, même des fois sur un même fruit, de découvrir juste les différentes variétés. Parce qu'on va s'arrêter, quand par exemple on va manger une pomme, on va s'arrêter aux 4-5 variétés classiques qu'on connaît, alors qu'en fait en France par exemple on en a une 30aine, 40aine, voire de plus en plus. Et en fait il y a tellement de saveurs à découvrir sur un seul fruit, avec toutes les variétés qu'on a, que c'est ça qui est encore plus jouissif, j'ai envie de dire. Vous me parlez de la pomme parce que c'est un peu le symbole du fruit, la pomme, hein. C'est vrai. C'est le fruit tel que, je sais pas moi, tel qu'un labrador, on dirait c'est le chien, quoi. C'est le symbole du fruit, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément des fruits. C'est pour ça que vous avez de la matière sur votre page Instagram et notamment des fruits qui sont un peu cachés dans notre alimentation parce qu'on les considère comme des légumes. C'est-à-dire que pour nous, le fruit mentalement, c'est le fruit sucré, le fruit à dessert, le fruit à couteau, alors que bon nombre des fruits, et il n'y en a pas qu'un peu, tout ce qui est piment, poivron, tomates, aubergines, courgettes, tout ça, c'est des fruits dans la botanique. Exactement, tout ça sont botaniquement des fruits, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent tous d'une fleur. À la base, ce sont des fleurs qui sont pollinisées, et en fait, ensuite, l'ovaire va se transformer en fruit, et les ovules vont se transformer en graines. Donc du coup, tout ce que vous avez cité, sont effectivement des fruits. Mais si ce sont culinairement des légumes, c'est parce qu'ils sont consommés comme des légumes. Ouais, notamment parce qu'on plutôt les salé cuisine. que sucré. Voilà, exactement. C'est juste ça qui fait la différence, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, même ça dépend des cultures. Par exemple, l'avocat, chez nous, est un légume, même si c'est botaniquement un fruit. Alors que, par exemple, au Mexique, il est considéré culinairement comme un fruit. Simplement parce qu'il est utilisé dans les desserts, on fait des glaces avec, etc. Donc, par exemple, ça dépend, en fait, des cultures. Et même des fois, d'un même fruit. Par exemple, on a le fruit du jacquier, qui, lorsqu'il est mûr, c'est un fruit, et lorsqu'il est immature, c'est un légume. Et par exemple, on l'utilise comme substitut de viande pour les végétariens ou véganes. C'est comme les papayes vertes ou les papayes. Voilà, exactement, c'est ça. Parce que dans le, on va dire, le grand panel de fruits exotiques, alors là, on touche encore à des choses encore. Mais restons un petit peu chez nous, si vous voulez bien. Moi, j'ai appris des tas de trucs en regardant votre page Instagram, et notamment sur les agrumes. Et sur la couleur des agrumes, citron, orange et pomelo. Vous avez vu, je dis pomelo. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que je réprimande quand j'entends pamplemousse, parce que les pamplemousses, on n'en mange plus aujourd'hui. C'est tous des pomelos, des hybrides. C'est vrai, complètement. Ouais. Après, aujourd'hui, on arrive quand même à trouver des pamplemousses, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont appelés pomelo en fait dans le commerce. On les appelle souvent pomelo chinois ou pomelo exotique. Et alors qu'en réalité, c'est le sont vraiment vrai des pamplemousses. Voilà, pamplemousse originel. Alors, il faut savoir que tout est parti pratiquement du citron et de l'orange en Asie. C'est ça. Alors en fait, à la base, il y a seulement 3 agrumes.
c'est les 3 agrumes primitifs. Donc en fait, on a le cédra qui est en fait le papa du citron, c'est un espèce de gros citron. Ensuite, on a le pamplemousse et la mandarine. Et en fait, ces 3 agrumes-là, bon, il y en a un petit 4e qui est le papeda, mais qui est un agrume un peu sauvage. D'accord. Et en fait, à partir Ils sont combinés. Voilà, c'est ça. Il y a eu plein de croisements qui ont été faits. Hybridations, oui, naturelles. Ouais, naturelles, qui ont été faits par les abeilles. Et toutes ces hybridations ont donné du coup tous les agrumes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc tous ces agrumes sont assez récents, mais sont tous naturels et ont tous été faits magnifiquement dans la nature par les abeilles et les insectes pollinisateurs. Et vous dites, s'il y en a des oranges, s'il y en a des jaunes, c'est qu'ils n'ont pas été au bout du processus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en réalité, on va souvent se baser sur la couleur des agrumes pour se dire s'ils sont plus ou moins mûrs. Mais en réalité, un agrume peut être vert et totalement mûr. Beaucoup d'oranges vertes, par exemple, sont orangées et très très foncées à cœur. C'est exactement ça, parce qu'en fait, la peau n'est pas, en fait, la couleur de la peau n'est pas synchronisée avec la maturité interne du fruit. Pour les agrumes, ça veut dire que du coup, l'orange peut être verte et pour autant à l'intérieur bien mûr, et à l'inverse, l'orange peut être bien orange au niveau de la peau et pourtant à l'intérieur elle n'est pas mûre. Parce qu'en fait, ça dépend d'un seul élément, c'est le froid. En fait, c'est le froid qui permet de transformer la chlorophylle, donc les pigments verts, en caroténoïdes, qui sont du coup les pigments orange ou jaune qu'il y aura sur le fruit. Vous voulez dire l'amplitude de froid entre le jour et la nuit, par exemple ? C'est exactement ça. C'est l'amplitude thermique qui permet du coup la coloration, parce que ça va créer du coup un stress thermique, et donc en réponse, du coup, la peau de l'agrume va transformer du coup sa chlorophylle en caroténoïdes. Alors, vous parlez de maturité, c'est très important. L'été arrive et on est un petit peu démunis sur comment faire mûrir ces fruits. Parce que dans notre société où on ne cueille plus le fruit sur l'arbre pour le consommer de suite, enfin, certains le font et tant mieux pour eux, s'ils ont un petit verger derrière chez eux, mais la plupart du temps, les fruits sont cueillis avant maturité pour être transportés parce qu'ils sont plus résistants, évidemment, plus durs. Et ensuite, on les fait maturer par de différentes façons. Et notamment, on connaît les mûrisseries de bananes, qui sont des grands entrepôts, mais il n'y a pas que. C'est vrai, en fait, le truc, c'est que, comme vous dites, aujourd'hui, les fruits sont presque obligatoirement récoltés un peu avant la maturité. Mais après, ça dépend des fruits, parce que du coup, on a 2 types de fruits. On a les fruits climactériques et les fruits non climactériques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ces termes complexes veulent tout simplement dire, fruit climactérique, c'est un fruit qui continue de mûrir après la récolte. D'accord. Donc, typiquement, la banane, la pomme, l'avocat, etc. Donc, ces fruits-là, on peut les récolter un petit peu avant la maturité et du coup, après, pouvoir les laisser mûrir ou les faire mûrir. Accompagner en quelque sorte vers la maturité. C'est exactement ça, parce que du coup, c'est des fruits qui continuent de produire ce qu'on appelle l'éthylène. Et l'éthylène, c'est l'hormone qui permet du coup aux fruits de continuer de mûrir. Et qui devient un gaz. Voilà, c'est exactement ça, c'est un gaz. Ouais. Et c'est pour ça que par exemple, quand on dit qu'on veut faire mûrir un avocat, on dit de mettre un avocat par exemple avec une banane ou avec des pommes et mettre ça dans un sac en papier parce qu'en fait, par exemple, la banane va dégager de l'éthylène et permettre de faire mûrir l'avocat. Tout le reste. Voilà, c'est ça. Autour d'elle. Totalement, parce que c'est les fruits climactériques qui produisent naturellement donc ce gaz et donc permettent de faire mûrir les autres fruits qui sont également des fruits climactériques. Et quels sont les fruits non climactériques justement, où on va se faire avoir là parce qu'on va les acheter verts et ils vont le rester. Voilà, exactement. Pour le coup, ces fruits-là, il faut toujours les acheter mûrs parce qu'en tout cas, ils pourront pas évoluer. Et d'ailleurs, en ce moment, on en a un, c'est la cerise. Ah bah ouais. Et également la fraise. Et souvent, ce sont des fruits du coup qui sont assez sensibles parce qu'une fois qu'ils sont récoltés, ils vont juste vers la phase qu'on appelle de sénescence, c'est-à-dire vers la décomposition et donc ils vont moisir à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut les choisir. Ils vont moisir, se décomposer, se putréfier en quelque sorte. Ouais. Donc c'est pour ça que les cerises par exemple, faut les acheter bien rouges. Voilà, exactement. Parce que dans tous les cas après elles changeront plus. Ah mais ça c'est incroyable alors. Parce que ça sert à rien de se dire je les prends un petit peu fermes et puis je les laisserai dans mon compotier, enfin dans un bol et ils vont. Non, là c'est mort. Les fruits rouges là, que ce soit des fruits à noyaux ou la fraise qui est en fait un fruit multiple. Exactement, en quelque sorte, c'est pas un seul fruit, une fraise. Botaniquement, c'est ce qu'on appelle un faux fruit. Et en fait, toutes les petites graines qu'il y a dessus, ce sont les véritables fruits. C'est ce qu'on appelle des akènes. Parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque akène, il y a une petite graine. Et en fait, ce que nous, on consomme de la fraise, c'est le réceptacle. En fait, à la base, le sac. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui vient de base tenir les différents fruits qu'il y a dessus. D'accord. C'est vraiment le réceptacle, c'est ce qui vient permettre de tenir ça. Parce qu'à la base, en fait, ce sont des mini-fleurs, on va dire, qu'il y a. Et donc, ça vient tenir ces mini-fleurs. Et lorsqu'elles sont pollinisées, du coup, ça vient faire grossir cette fraise. Ah, c'est pas grave, c'est le verre d'eau, il s'emporte, Steven. C'est ça. Ça veut dire que dans la fraise, chaque grain jaune qu'on voit à la surface, c'est un petit fruit sec. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle un akène. Et donc, ce sont les véritables fruits de la fraise, en réalité. Quand on parle de maturité, je pense à d'autres fruits qu'on a du mal à choisir, là, puisqu'on est en saison. Le melon.
parce que évidemment la coque est dure, donc on peut pas tâter, ça sert à rien. Certains disent c'est au parfum, mais le parfum s'il se dégage souvent, c'est que c'est déjà trop tard. Certains disent il faut que le pédoncule en haut craquelle au bord parce que c'est un signe de maturité. C'est quoi le truc pour choisir son melon? Alors pour le melon, il y a aussi quelque chose qui s'est répandu pendant longtemps, et même pour les pastèques, c'est de dire qu'il y avait des melons mâles et des melons femelles. Ouais. Et en réalité, c'est botaniquement faux, puisque Oui. en fait tous les fruits sont par définition femelles, Bien puisque sûr, ils ont été fécondés en c'est quelque ça, et à la sorte. base c'était une fleur, donc du coup ils sont tous femelles. Et en réalité, pour bien choisir un melon, ce qu'il faut vraiment se fier, c'est pour le coup le petit justement coup, parce qu'en fait le fait que le pédoncule justement soit assez sec, c'est ce qui va permettre du coup de déterminer le fait qu'il a été récolté à maturité, puisque s'il est sec, c'est justement que sur l'arbre il a pu, enfin sur la plante, il a pu aller au maximum de sa maturité. D'accord. Et après, tout ce qui est le fait de taper dessus, etc., c'est plus compliqué. Ça serait plus pour la pastèque pour le coup, mais il faut vraiment avoir l'oreille et vraiment savoir. Ouais, c'est comme quand on tape sur un comté ou un gruyère, quoi. Ouais. La résonance, il faut la connaître. Voilà, hein. exactement, c'est ça. Si on la connaît pas, c'est compliqué de savoir. Et après aussi, j'ai envie de dire que si on va le plus proche du producteur, forcément que là, on pourra d'autant plus avoir un melon qui a du goût. Mais aussi le fait de sentir l'odeur. Pour le coup, si c'est une odeur qui est agréable, là, on peut dire que c'est un melon qui est mûr. Si l'odeur commence un petit peu à piquer ou à aller un petit peu dans ces notes-là, là, c'est que c'est un melon qui est un peu plus avancé. C'est cuit, et, oui. c'est ça. Et s'il sent pas du tout, là, c'est que c'était un peu trop tôt, quoi. Je me permets d'ajouter un petit truc, mais là aussi, ça demande un petit peu d'appréciation et de connaissance. C'est que pour qu'un melon soit mûr, il faut qu'il soit dense. Et donc, ça veut dire un rapport poids-volume à la faveur du poids. Il faut qu'un melon soit lourd pour être sûr Exactement. qu'il soit mûr et sucré. C'est vrai. Et même d'ailleurs, pour les peser, il vaut mieux peser toujours sur la même main. C'est-à-dire que si on fait sur deux mains différentes, voilà, c'est ça. Si on est gaucher, c'est sûr que ça C'est va nous pour paraître ça. plus lourd à droite. Et comme vous dites, en plus, bien choisir des melons de même circonférence, parce que forcément, s'il y en a un qui est plus gros que l'autre, forcément qu'au niveau du poids, ça sera différent. Donc, si on choisit des melons qui ont la même taille, là, comparer le poids et forcément choisir ceux qui sont le plus lourds. Restez avec nous, avec Steven Sanchez. Prends un fruit. Alors, on en prend des fruits depuis ce matin, parce que j'ai encore plein de questions à lui poser sur les fruits à noyaux. Ah ouais, vaste sujet de notre été. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un fruit ce matin lors de votre petit déjeuner, ou même en partant au marché, ou même en écoutant Sud Radio. Je suis avec Steven Sanchez, dont le compte est Prends un fruit sur Instagram. Il est spécialiste des fruits. 25 ans, spécialiste des fruits. Il en sait beaucoup plus que bon nombre de, on va dire, de scientifiques, peut-être d'agronomes, peut-être de biologistes sur les fruits, mais c'est sa passion, et ça, la passion, c'est incontrôlable. Alors Steven, je me posais la question, puisqu'on arrive sur l'été, du sucre, justement, dans les fruits. Largement, les fruits n'échappent pas à la règle des végétaux, c'est-à-dire que généralement, c'est des sucres composés, il y a plusieurs sucres, mais le principal, c'est le fructose. Et c'est un sucre qui est peu glycémiant, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui ont des tendances au diabète, ça fait pas trop monter la courbe. Exactement. Le fructose en tant que tel, il ne déclenche pas en fait de pic de glycémie puisqu'il est métabolisé par le foie. Et donc du coup, il y a tout un travail avant qu'il arrive dans le sang. Et donc ce qui fait que du coup, il déclenche pas de très grands pics de glycémie. Oui, c'est ça. C'est une courbe. Ça monte bien sûr, mais ça part pas en flèche, pas comme le glucose par exemple qu'on trouve dans la pomme de terre, dans les pâtes, dans le pain. C'est ça, parce qu'en fait, le glucose, pour le coup, lui, va directement être assimilé, donc il va arriver dans le sang. Et donc, c'est pour ça que là, en réponse, l'insuline va être produite. Et donc là, ça peut faire de gros pics de glycémie. Donc, c'est important pour les gens qui font attention à leur taux de sucre, et les diabétiques notamment, moins de patates et plus de fraises. Alors, pour le coup, si dans les fruits, en fait, il y a un peu 50-50, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que du fructose. Oui, bien sûr. Et il y a aussi du glucose. Et la plupart du temps, c'est 1 pour 1, donc c'est à peu près 50-50. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux toujours privilégier, on va dire, les fruits ou les variétés où il y a un peu plus de fructose, parce que ça va permettre du coup de pouvoir avoir un bon équilibre et donc permettre aussi d'avoir moins cet effet d'hyperglycémie. Alors on est d'accord que en général, sauf exception, sauf pour le citron par exemple, parce qu'il y a des citrons qui sont aussi consommables dans lesquels on peut croquer directement parce qu'ils ne sont pas trop acides. Ce qu'on recherche dans un fruit, c'est d'abord le sucre.
Évidemment, hein, ce côté sucre, enfin largement, on va dire, en tout cas les fruits qu'on consomme à table, et ensuite une certaine acidité, c'est-à-dire une fraîcheur, le côté acidulé, parce que si c'était juste sucré et sans fraîcheur, sans acide, c'est pratiquement immangeable un fruit. C'est vrai que c'est cette complexité qu'il y a dans le fruit qui permet en fait et qui fait en sorte qu'on apprécie autant les fruits. C'est justement il y a un peu cet équilibre entre le sucre, l'acide, et également il y a des arômes complexes en fait qu'il y a autour qu'on n'aurait pas par exemple dans un biscuit ou quelque chose comme ça. Dans le fruit, en fait, au-delà même juste du côté sucré, par exemple une fraise, on a l'impression que c'est très sucré. Pourtant, c'est l'un des fruits les moins sucrés et les moins caloriques. Exactement. Hein, de tout le panier de fruits. C'est ça. Et pourtant, c'est un des fruits qui nous procure le plus de plaisir, qu'on trouve les meilleurs, le plus frais. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est-à-dire qu'au-delà du sucre, tous les arômes en fait à l'intérieur, il y a une espèce de complexité et on va dire d'harmonie qui fait que du coup, ça fait en sorte que le fruit ait beaucoup de goût et nous apporte du coup tout ce plaisir qu'on a quand on consomme des fruits. Vous voulez dire que la fraise nous trompe sur tous les tableaux. Elle nous fait croire qu'elle est un fruit alors qu'elle est un sac de fruits, et en même temps elle nous fait croire qu'elle est sucrée alors que c'est sa complexité aromatique qui vous donne l'impression qu'elle est sucrée. C'est totalement ça. Et pour le coup, c'est pas que la fraise, il y a beaucoup de fruits qui nous trompent comme ça, et c'est justement ça que je m'amuse à faire et à découvrir. Alors parlons, si vous le voulez bien, des fruits à noyaux. Et je pense en particulier tous ces prunus là qui nous arrivent pour l'été. On aura les prunes plus tard, mais nectarines, brugnons, pêche évidemment, abricot. L'abricot, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il a une période de maturité qui est très courte. Entre vert et acide et blé et cotonneux, c'est dur de s'y retrouver. C'est vrai. Et pour le coup, l'abricot, c'est un fruit climactérique. Donc, c'est-à-dire que si on les achète verts et qu'on les laisse à la maison, là, pour le coup, on a une chance qu'ils mûrissent et donc là, on pourra les consommer comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, on dit une pleine maturité qui est très courte et qui fait que du coup, entre l'avoir soit pas assez mûr ou trop mûr, c'est vrai qu'il y a une petite complexité dans ça. Mais aussi sur l'abricot, quelque chose qui est très important à savoir pour bien les choisir, c'est que souvent on va se fier à la couleur et penser que s'ils sont plus rouges que ceux foncés, voilà, exactement, ils vont être meilleurs. Donc en réalité, ça n'a rien à voir. C'est une question de variété ? Variété, mais pas que, parce que des fois sur une même variété, on peut avoir un abricot qui est orange et l'autre qui est rouge, en tout cas qui a une tache rouge. Et en fait, ça c'est juste le soleil. En fait, c'est comme un coup de soleil. Et pour se protéger, le fruit va produire des anthocyanes. Et donc, ce sont ces pigments rouges qui vont permettre, du coup, de faire un effet anti-UV. Et donc, le fait qu'il y ait ça, c'est juste parce que le fruit a pris directement le soleil. Mais ça ne va pas faire pour autant qu'il est plus sucré. Non, il n'est pas plus mûr. Enfin, c'est pas ce petit coup de soleil qui va lui faire monter le sucre. Exactement. Parce qu'en fait, sur un même arbre, même des fois sur une même branche, on aura un abricot qui sera rouge et l'autre qui sera orange. Et la seule différence, c'est que celui qui est orange, souvent, il a une feuille qui l'a protégé du soleil. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu ce petit coup rouge. Mais au final, ça change absolument rien, ni sur le goût, ni sur même la maturité. Le noyau, c'est important, c'est ce qui fait la différence entre le brugnon et la nectarine. Vous pouvez nous expliquer ce truc du noyau adhérent ? Et ça, en fait, le brugnon et la nectarine, c'est vrai que souvent on n'arrive pas trop à faire la différence entre les deux. Enfin, quand ils sont fermés. Ouais, c'est ça. Mais même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai que le brugnon, par exemple, on en trouve presque plus, à part si vraiment on va justement faire le marché, voir des petits producteurs. Surtout chez vous, parce que le brugnon, c'est vraiment la Provence, pour le coup. Complètement, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment un fruit de Provence. Mais c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins. Et par exemple, si on prend dans la grande distribution, même les brugnons qui sont produits vont être vendus sous le nom de nectarine. Ah oui ? Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a une confusion, en fait, entre les deux. Ouais. C'est plus que le brugnon n'est pas assez connu et répandu, du coup, il est vendu avec les nectarines commercialement. Mais il reste encore, en France, heureusement, pas mal de brugnons qui sont cultivés. Mais c'est peut-être aussi parce que ce sont les Espagnols qui nous ont, je dirais, enfouis sous des tas de nectarines qui venaient de chez eux, et du coup, tout le monde s'est mis à la page de la nectarine, en quelque sorte. C'est ça, et aussi, c'est parce que c'est des variétés qui sont plus résistantes, parce que le brugnon, pour le coup, c'est un fruit qui est très fragile, qui se conserve peu, et donc aussi, je pense qu'il y a cette question aussi de conservation qui fait que c'est plus la nectarine qui a pris le dessus. Mais pourtant, les brugnons, c'est excellent, c'est super bon, c'est même plus juteux, moi, je trouve, que les nectarines. Même la couleur, elle est un petit peu plus foncée que la nectarine. Et la vraie différence, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, c'est le noyau, en fait. C'est-à-dire que pour la nectarine, le noyau va être adhérent à la chair. C'est-à-dire que, en fait, quand on va consommer, on va se voir que non, la nectarine non adhérent. Vous avez dit adhérent. Pardon. J'écoute, vous voyez, quand même. Non adhérent, exactement. À l'inverse, justement, du brugnon. C'est-à-dire que, en fait, le noyau va rester accroché à la chair. Et à l'inverse, pour le brugnon, du coup, il va être libre.
Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique simple. On peut dire que la nectarine, au fond, a un noyau de pêche, alors que le brugnon a un noyau de prune. Ouais, c'est très bien comme ça. Ouais. Parce que si vous avez déjà essayé de détacher 2 oreillons, c'est-à-dire 2 moitiés d'un brugnon, ce n'est pas possible. Vous foutez tout en l'air. C'est vrai, c'est exactement ça. Mais sur le plan aromatique et gustatif, le brugnon reste meilleur si on ne s'attache qu'à la chair. D'ailleurs, les brugnons sont les toutes premières variétés qui sont apparues et même qu'on a eu en France. C'est pour ça qu'au tout début, d'ailleurs, on disait brugnon, parce que ça vient en fait de l'occitan, donc du provençal prugnon, qui voulait dire prune. Oui, bien sûr. Et du coup, c'était les toutes premières variétés, donc du coup, ça fait qu'ils ont eu peu d'hybridation, donc c'est pour ça qu'elles ont plus de saveurs, plus d'arômes de manière générale. Et donc voilà, c'est un peu dommage que ça se perde, mais il y a aussi quand même des très bonnes nectarines. Oui, et parlons un petit peu des pêches. Les pêches, alors d'abord, jaune ou blanche, vous ? Moi, je suis plus blanche. Ouais, bah oui, parce que la pêche blanche, c'est quand même la plus aromatique. Quand on a une belle pêche blanche, c'est complètement inégalable. Hein. Les pêches qu'on dit abricots, les pêches abricots, c'est pour dire les pêches oranges. Ça n'égale pas les meilleures pêches blanches. Je suis totalement d'accord avec ça. Et souvent, d'ailleurs, on est plus nous attiré par la jaune parce qu'on se dit que c'est plus coloré, ça va avoir plus de goût, alors qu'en réalité, la blanche se défend pas mal aussi. Il y a pas mal d'arguments. Et là encore, il y a un nombre d'hybridations incroyable parce que il faut savoir que derrière tous ces fruits qui nous semblent si évidents sur l'étalage de nos fruitiers, de nos magasins primeurs ou dans la grande distribution, il y a un travail d'agronomie incroyable pour entretenir les espèces, pour les faire évoluer, pour les rendre résistantes à tous les nuisibles, et en même temps pour pas qu'il y ait une décadence. Parce que le fruit, il faut le savoir, si on ne fait rien, il y a une déliquescence en quelque sorte des variétés. Exactement, et c'est ça aussi ce qu'il faut dire, c'est que souvent on voit dans le fait des hybridations, on pense qu'il y a quelque chose de chimique ou de pas naturel, alors qu'en fait toutes les hybridations et tous les fruits qu'on a en France et en Europe, il n'y a pas par exemple d'OGM, ça n'existe pas, chez nous c'est interdit. Donc en fait tous les fruits qu'on a proviennent toujours d'hybridations qui sont faits soit naturellement, mais soit directement, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 fleurs, on va les croiser ensemble. On fait le travail de la nature, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste que c'est des agronomes qui le font, et on va le faire en fonction des résultats qu'on veut obtenir, et donc comme je le dis très bien aussi, pour pouvoir conserver certaines variétés, et même aussi maintenant de plus en plus les agronomes se basent sur le fait de résister aux maladies, c'est-à-dire de faire en sorte que les arbres soient de plus en plus résistants pour pouvoir justement avoir moins de traitements derrière et qu'on utilise par exemple moins de pesticides. Et voilà, vous voyez, alors là vous avez tout compris si vous nous écoutez depuis le début de l'émission, et pas encore tout parce qu'il y en a encore beaucoup plus sur la page Instagram Prends un fruit. Merci Steven d'être venu nous proposer ce beau panier de fruits ce matin. Merci à vous, avec grand plaisir. Je vous souhaite de continuer avec autant de talent, et je vous rappelle que vous qui nous écoutez, qu'il y a plein de fruits que vous connaissez pas. Le haricot vert par exemple, qui est un fruit, enfin on parle botaniquement, la gousse de vanille est un fruit, en fait toutes les gousses, chaque fois qu'il y a une graine c'est un fruit, on est d'accord ? Exactement, c'est pour ça que la cacahuète aussi est un fruit. Voilà. Merci beaucoup Steven. On va se retrouver dans une seconde, on va parler encore de fruits, mais des fruits fermentés, vous allez comprendre, un spectacle qui s'appelle Anthocyan. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Depuis ce matin, on vous parle de fruits. C'est bien pour un dimanche matin, les fruits. J'espère que vous en avez eu dans votre assiette ou dans votre bol. Mais là, on va parler d'autres fruits. Si je vous dis Anthocyan, Anthocyan, ça vous rappelle quelque chose. Si vous vous intéressez au monde du vin, vous avez entendu ce mot, mais pas prononcé de cette façon. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Pas prononcé par Franck Dirles qui est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Franck. Bonjour Vincent. Vous m'avez interpellé Franck, et c'est pour ça que je vous ai passé un coup de fil ce matin, parce que vous avez un projet qui est très intéressant. C'est vrai que ce monde du vin manque de connaissances, manque d'intérêt parfois pour creuser un petit peu le sujet. Souvent ça s'arrête à lever le coude, et c'est dommage parce que il faut consommer moins et mieux, et le vin en fait partie. Et vous êtes formé, on va dire tardivement au vin, et vous en avez fait une sorte de spectacle en quelque sorte.
Un spectacle, oui, c'est ce qu'on peut dire, un événement pour que le vin puisse nous apporter le shoot émotionnel qu'il mérite, parce que c'est extraordinaire de pouvoir vivre des moments autour de la poésie et de la technique du vin. Et quand vous dites poésie, moi je vous entends, vous avez ce léger accent chantant occitan. Tout de suite, on est dans le monde du vin là. Et tout de suite, on est dans le sud de la France. Là, je suis toulousain d'origine, mais depuis voilà. plus de 30 ans à Paris, formé. Mais ça vous est resté quand même. Et ça m'est resté un petit peu, oui. Surtout c'est bien, au téléphone, on l'entend bien. C'est une grande région viticole, hein, tout cette Occitanie. D'ailleurs, Franck Dirlès, comment est-ce que vous êtes venu au vin, je dirais presque régionalement, parce que vous êtes dans un pays de vin ou par goût familial ? Par intérêt. Alors, j'ai été étudiant pendant 3 ans à Perpignan et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de l'école hôtelière, Paul Schramm, qui est venu nous voir dans l'amphithéâtre et qui nous a dit: vous êtes en train de faire des études de gestion, est-ce que vous n'avez pas envie de connaître un petit peu mieux le monde du vin? Et de la gestion à la digestion. Et c'est ça. Et nous avons participé avec des amis à un club de dégustation du verre à la main dans le domaine de Gobi, de chez Gérard Gobi. Et c'est là où j'ai vraiment appris avec des grands noms du vin à déguster. Et quand je suis monté sur Paris, ça m'a manqué. Et donc j'ai voulu transmettre et j'ai commencé à transmettre en animant des clubs de dégustation. Et depuis 20 ans, j'anime... Depuis 20 ans? Ah ouais. J'anime des clubs de dégustation pour des amis, dans des cercles, dans des associations, juste pour le plaisir de pouvoir poser un moment la vie trépidante que nous avons sur Paris pour avoir le plaisir de mettre le nez dans un verre et de se laisser inspirer. Est-ce que ça fait progresser la connaissance ? Je veux dire, l'amour du vin, parce que on en a besoin de cette connaissance autour du vin. Il y a pas qu'en dégustant, il faut aussi en entendre parler. Il faut en entendre parler, ou alors il faut le vivre. Il faut réussir à se poser et ne pas. Alors moi je trouve que quand on est initié à la dégustation, on est initié de façon très technique. Et donc il faut connaître les terroirs, il faut connaître les cépages. Mais le plus important, c'est de se reconnaître et de savoir quel est notre plaisir que nous avons quand on préfère du vin blanc. Est-ce qu'on aime du vin rouge? Est-ce qu'on aime le vin jeune? Est-ce qu'on aime le vin vieux? Est-ce qu'on aime quand il est boisé? Qu'est-ce que nous avons envie de manger avec qui nous avons envie de le prendre, de le boire. Et voilà, il y a tellement de questions qui tournent autour du plaisir et uniquement du plaisir personnel que je trouvais intéressant de pouvoir vraiment axer toute mon activité là-dessus. Alors c'est vrai qu'on entend... On entend souvent dire, les professionnels du vin à qui on pose des questions, qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois prendre un vin sec, un demi-sec, un rouge? Souvent on s'entend dire, prenez ce que vous aimez. C'est-à-dire, apprenez d'abord à reconnaître ce que vous aimez. Mais il faut dire un truc, Franck, moi j'ai compris, vous avez donc une longue expérience de dégustation venue par l'amour du vin. Mais c'est pas à la naissance qu'on sait si on préfère le blanc ou le rouge ou le rosé ou les vins vieux ou les vins jeunes. C'est aussi nourri de notre expérience, de nos expériences d'une vie. Tout à fait. C'est tout à fait empirique et l'idée c'est vraiment d'aller goûter, d'aller déguster, non pas boire du vin. Les cours de dégustation ont cet avantage-là, c'est que ça permet de pouvoir, avec 5 ou 6 vins lors d'une soirée, de pouvoir faire la différence entre ce qu'on apprécie davantage ou pas, parce que c'est très difficile quand on ne boit qu'un seul vin de pouvoir, dans un premier temps, quand on est novice, l'identifier, savoir ce qu'on apprécie. Par contre, quand on a 2 verres de vin, l'un à côté de l'autre, quand il y en a un qui est fruité et l'autre qui va être beaucoup plus sur la minéralité, on va vraiment pouvoir identifier la différence. Ben oui, la différence entre les deux et savoir vers lequel on a le plus d'appétence. Bien sûr. Alors, vous m'avez dit que après-demain mardi, vous êtes à l'hôtel Cube à Paris pour jouer Anthocyane, parce que Anthocyane est une pièce. C'est une pièce de théâtre. Et c'est même plus largement que ça, c'est un concept théâtre et dégustation. Ah oui, moi j'adore, j'adore l'idée, évidemment avec grande modération, pas pour le théâtre, mais pour la dégustation. Et puis de toute façon, plus on déguste et moins on boit, en quelque sorte. Je fais des raccourcis. C'est ça, plus on déguste, plus on va prendre le temps de boire.
en fait. Et donc, on va se laisser porter par le plaisir, une fois que nous avons senti, regardé et presque goûté, sentir les effets qu'il y a avant de le boire sur le corps, la salivation. Ah bah, alors là... Voilà, pour pouvoir vraiment... Je vous suis à 100%. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, même au restaurant, le vin, il est 80% dans mon verre et au nez, et après 20%, je le bois. Hein. Mais la plupart du temps, je passe mon temps le nez dans le verre, en fait. Et quand on est deux ou plusieurs à le boire, eh bien, on peut partager ces sensations, dire tiens, voilà ce que je ressens, ce que ça me fait, est-ce qu'on ressent l'effet du bois, le fruit, est-ce que c'est un vin jeune, un vin vieux? Et ça, c'est vraiment très très intéressant de prendre le temps en fait, de découvrir ce vin qui évolue en plus, puisque l'oxydation selon les vins peut être très rapide dans un verre, et on le voit évoluer, les plaisirs évoluent avec. Moi, je suis un grand amateur de vins vieux, qui ne sont pas forcément toujours aussi bons que les vins fruités, mais c'est autre chose que l'on va chercher. Mais ils racontent une histoire. Et il raconte une histoire et une ivresse complètement différente qui vient chercher d'autres choses et qui apaise. Franck, je rappelle donc mardi Hôtel Cube à Paris. C'est mercredi, pardon. Mercredi. Excusez-moi. Mercredi 25 juin. Ouais. Alors, mais il faut noter que c'est toute l'année en fait que vous êtes un peu un saltimbanque. Vous portez votre pièce à travers le territoire. Alors, ça fait 3 ans que nous jouons à travers tout le territoire. Ouais. Nous sommes à plus de 85 représentations. C'est pas mal. C'est pas mal. Nous jouons pour les particuliers, pour les entreprises. Nous jouons dans des domaines viticoles, bien sûr. Nous jouons dans des théâtres. En fait, nous investissons tous les lieux, qu'ils soient classiques, comme le théâtre. Nous avons joué déjà devant plus de 300 personnes, ou dans des extérieurs. On joue partout, on se pose partout, et voilà. Et donc là, aujourd'hui, je suis encore à Béziers. Nous avons joué hier soir à Béziers. Super. Presque dans votre terroir d'origine, en Languedoc presque. En tout cas. Dites-moi, anthocyanes, c'est quoi? C'est les matières colorantes? C'est quoi dans le raisin? Ce sont les pigments naturels qui viennent colorer le vin rouge et que l'on trouve uniquement dans les grumes de vin. Et qui sont bonnes pour la santé, il faut le dire, même si l'alcool nuit quand même à la santé. En revanche, les anthocyanes, les antioxydants, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans le vin rouge. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, et dans notre anthocyanes que l'on peut consommer sans modération, les anthocyanes permettent de pouvoir vraiment se connecter à des émotions fortes, et c'est ce que nous recherchons à travers notre spectacle. Moi, j'aime bien l'idée de dîner spectacle, en quelque sorte. Enfin, c'est pas un dîner, c'est une dégustation théâtrale. Hein. En fait, il y a 3 temps. Le premier temps fort, ça va être l'initiation à la dégustation. D'accord. Un atelier assez classique. Ouais. Voilà, un atelier assez classique, sauf que nous sommes assis déjà pour le théâtre. Et donc, nous allons pouvoir déguster un premier verre de vin, et quand on va servir le deuxième verre de vin, le spectacle va commencer. La pièce commence. Et c'est une pièce qui a trait au vin quand même, faut le dire. Et évidemment, c'est une comédie qui nous immerge dans le monde du vin. Et le troisième temps, c'est la troisième mi-temps. Il y a un dîner derrière. Et voilà. Et le troisième temps, il y a un dîner. Super. Pour marier les vins qu'on a dégustés. Pour faire des accords mets et vins. Bon. Écoutez, À Paris, nous avons comme partenaire la maison Marnon. Oui, d'accord. Et donc nous allons. Vous êtes toujours des partenaires viticoles, quoi. Ce sont des partenaires viticoles. Souvent, je joue pour les domaines qui demandent de mettre en avant leur vin, puisque nous personnalisons tous nos spectacles en fonction de la région dans laquelle nous jouons et en fonction du vin que nous faisons monter sur scène, puisqu'il y a un vin que nous allons déguster sur scène et que nous présentons à la fin du spectacle. Et évidemment, à la fin du spectacle, la bouteille qui a été ouverte par les comédiens est partagée avec... Et voilà, ça se termine autour d'une belle bouteille. Merci beaucoup, Franck Dirlez. Je rappelle le nom du spectacle, c'est Anthocyanes. Je suppose qu'il y a un site internet où on peut aller suivre votre actualité.
Vous pouvez nous trouver sur Symposie, SYMPOSIE, symposie.com. Nous sommes sur Billets Réduc pour la date du bien sûr. Et puis nous sommes à Paris au Cube Hotel en septembre, octobre, novembre et décembre. Ah oui, ça continue derrière, super. Les dates sont déjà sur le site. Merci beaucoup Franck. Voilà mes amis, l'émission s'achève sur un verre de nectar d'abricot, parce qu'on se souvient quand même que Steven est passé nous voir tout à l'heure avec son nectar d'abricot et de pêche. On se dirige vers les infos de 11h, puis comme tous les dimanches, on retrouve Alexandre Devecchio en toute vérité. Cette émission m'a donné envie d'aller cueillir quelques cerises ou quelques grappes de raisin. Si vous n'avez pas de cerisier ou de vigne, pensez à en prendre au marché. C'est un régal de saison. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.